Temps d'arrêt, le podcast sur l'art et la science du coaching, animé par Coach Frank, présenté par Better Sport. Bienvenue à Temps d'arrêt. Parce que les choses changent vite. Puis quand tu mentionnes ça, moi, ça me ramène au mot interdépendant, parce que tout est comme interdépendant dans ce que tu mentionnes. Puis ça, j'aimerais ça t'entendre commenter sur une des réflexions de l'entraîneur. Donc, ce que je fais par temps d'arrêt, c'est qu'en préparation des épisodes, je contacte tout le temps un des entraîneurs dans mon réseau pour savoir, hey, j'ai telle personne, Martin Kalumitri, Unité mondiale sur le développement des habiletés de vie, comme t'aurais-tu une question à lui poser? Puis je vais te partager la réflexion de l'entraîneur, puis je sais que tu as répondu indirectement depuis le début, mais j'aimerais ça t'entendre ton commentaire là-dessus pour que les gens puissent le plus plonger un peu dans la perspective que tu préconises au niveau du développement des habiletés de vie. Et la question, la réflexion que l'entraîneur avait, c'est lui se demandait, est-ce que les pratiques sont autant déterminantes que les matchs pour travailler la persévérance des athlètes? Parce que lui a vécu un grand défi dans la gestion de la pandémie avec son équipe, où est-ce que pendant longtemps, il y avait juste des pratiques, puis il sentait qu'il y avait comme un petit manque parce qu'il n'y avait pas de match. Je pense que je comprends un petit peu dans quelle direction tu vas peut-être aller dans cette direction, mais je pense que ce serait important pour l'entraîneur d'entendre justement ton commentaire par rapport à ça, parce qu'il y a probablement un lien là, avec l'interdépendance. Ben définitivement, lorsqu'on entraîne, que ce soit des jeunes ou des moins jeunes, s'ils ont l'attente qu'ils vont s'inscrire dans un sport, les gens veulent jouer, ils veulent passer du temps à jouer le sport, c'est clair. Alors, pour devenir assez un niveau d'habileté assez haut pour pouvoir pratiquer le sport, ben on doit pratiquer. Mais c'est certain que si on fait juste pratiquer, puis on n'a pas l'opportunité ensuite de jouer le sport, ça peut être difficile au niveau de la motivation, difficile au niveau de pouvoir persévérer dans ce sport-là. Mais les aspects d'apprentissage, encore de qu'est-ce qu'on peut ressortir de les deux, je pense que ça revient à la façon que l'entraîneur va positionner ce qui se passe en entraînement puis ce qui se passe en match. Il n'y a pas une réponse claire et définitive à donner là-dessus, mais je pense qu'encore si les entraîneurs prennent le temps de lire, de bien réfléchir et de se poser des questionnements critiques sur la façon qu'ils font les choses en entraînement et en pratique, de par le contexte dans lequel ces personnes-là vont œuvrer, c'est là qu'ils peuvent déterminer qu'est-ce qui peuvent ressortir des pratiques et je pense des matchs. Encore pour moi, c'est le sport, puis je l'ai mentionné tantôt, ça revient, c'est que c'est juste une façon qu'on a inventé comme être humain pour bouger notre corps. Puis on avait des choses alentour de nous. Tu sais, on pense qu'avec le hockey, ça a commencé. On avait de la glace partout. On disait, hey, on va mettre une lame sur nos pieds, puis on va juste commencer. Puis là, tout d'un coup, on va mettre un bâton dans nos mains, puis là, la rondelle est apparue, puis il y a eu des filets. Mais c'est une excuse pour bouger notre corps, puis on bouge notre corps de toutes sortes de belles façons. Puis c'est ça la beauté de l'humain, c'est la créativité humaine, de comment toutes les multiples façons qu'on peut bouger notre corps. Et si on retourne à la base fondamentale de c'est quoi le sport, je pense que les coachs peuvent faire des questionnements et dire, comment est-ce que je peux vraiment ressortir l'essence du pourquoi que les jeunes, ils sont ici, qu'est-ce qu'ils veulent faire, puis comment est-ce que je peux optimiser et maximiser ça, que ce soit en entraînement ou en match, pour moi, peu importe. Puis, tu sais, je t'entends être relativement philosophique, là, tu sais, c'est quand même très philosophique ce que tu nous partages, puis moi, je pense que c'est très important parce que je pense qu'il y a plusieurs mots qui sont créés parce qu'il y a un manque de philosophie un peu dans les réflexions des gens en général, mais ça, c'est peut-être pour une autre conversation, mais dans un autre podcast, tu mentionnais justement qu'on devrait arrêter de toujours vouloir appliquer toute la recherche, puis qu'en bout de ligne, de rechercher puis de philosopher par rapport à tout ça, c'est important. Pourquoi est-ce que tu crois que c'est important ça? Puis si j'ai bien compris et entendu tes propos. Là. Ben, c'est parce que dans le type de société qu'on vit comme celle-là, c'est que on veut toujours avoir un retour sur nos investissements. Là. Chaque 5 minutes, chaque 10 minutes de notre temps, on doit penser, ça doit être quelque chose que je peux spinner, que je peux retourner en quelque chose qui va me permettre d'avancer dans la vie. Alors, c'est vraiment une mentalité qui est de opportuniste et de capitalisme. On veut bonifier toujours ce qu'on a. Mais ce que certains chercheurs ont dit, c'est que quand on part à l'apport du sport, on n'est pas toujours obligé d'avoir un retour sur notre investissement qu'on peut concrétiser dans quelque chose. J'ai développé 6 habiletés de vie cette année. Je peux te les montrer, là, sont dans mon cerveau ici, là, sont là, là. Non, il y a des choses qu'on peut apprendre du sport, qu'on peut juste pas conceptualiser, qu'on peut juste pas opérationnaliser, qui sont quand même des choses qui peuvent être bénéfiques au niveau du développement humain. Puis ça, c'est des choses où est-ce qu'on doit se poser des questionnements, c'est que, puis je suis maintenant critique de ça aussi, c'est que dans les courants de recherche,
il y a eu un monopole à un certain temps, je dirais dans les derniers 20 ans, où est-ce que les seuls les seuls outcomes du sport, c'était devenu, il y avait un monopole presque du concept de life skills, puis du développement positif des jeunes. C'était les seuls cadres théoriques qui étaient presque utilisés. Puis là, il y en a qui sont, pas qui se sont fâchés, mais qui ont dit, hey, écoute, là, il y a bien d'autres choses qu'on peut faire avec le sport, juste au niveau plus humaniste, au niveau expérientiel. Il y a des choses, des fois, on a on a des circonstances, des expériences qui sont difficiles en sport qu'on peut apprendre. C'est pas toujours à travers les expériences négatives ou positives ou adaptatives qu'on peut apprendre. Fait que là, c'est là quand on vient agrandir le spectre du concept de qu'est-ce qu'on peut apprendre en sport, au lieu de seulement le délimiter à des habiletés de vie, ben je pense que là, ça peut aider les entraîneurs, ça peut aider les gens qui sont sur le terrain à planifier d'autres types d'expériences qui vont permettre aux jeunes de vivre d'autres types d'expériences. C'est pour ça que le pratique et le philosophique, souvent les gens disent la philosophie c'est pas mon bagage, mais les gens qui prennent le temps de pouvoir ouvrir leurs horizons puis de pouvoir ramener des idées qui sont pas mainstream, disons dans leur coaching, mais c'est là que ça peut venir bonifier ce qu'on fait. Juste pour faire un sommaire, c'est que oui, les habiletés de vie sont importantes en sport, mais il faut se rappeler qu'il y a définitivement un apport de return on investment là-dessus. Est-ce que si j'investis mon temps dans le sport, je veux récupérer quelque chose. Mais il faut pas oublier que du côté expérientiel en sport, il y a d'autres choses qu'on peut pas concrétiser, qu'on peut pas mettre dans une boîte, qui peuvent avoir des bénéfices au niveau du développement. Puis tu sais, Martin, ce que tu dis, ça vient me chercher. Puis là, je vais contredire ce que je disais peut-être il y a 1 an ou il y a 2 ans, mais pendant longtemps, j'ai mentionné le commentaire que, OK, c'est quoi l'action que tu vas être capable de faire à partir suite à la conférence, suite à la formation, suite à avoir écouté le podcast, parce que faut que tu sois capable de passer à l'action, tu sais. Mais plus le temps avance, je suis pas encore convaincu à 100% que j'avais tort à l'époque, mais je commence de moins en moins à dire ça, parce que je pense que si ça change ta façon de penser, éventuellement, ça va changer tes actions, mais des fois, de le réduire à une action précise que tu vas faire d'ici la prochaine épreuve, le prochain podcast, le prochain whatever, ben, je pense qu'on est en train de réduire puis de limiter, puis que des fois, changer sa façon de penser, ça va avoir une répercussion sur nos actions, mais sur plein d'autres choses aussi, sur notre état d'esprit, sur notre motivation, sur plein de choses que je ne nommerai pas, mais je pense que tu me suis là-dedans. Puis quand tu me parlais de l'importance de la philosophie, il y a un auteur que j'aime beaucoup qui s'appelle Ryan Holiday, qui écrit c'est quoi, Ego is the enemy ou The obstacle is the way ou après ça. Puis il y a un autre livre qui a écrit, c'est The Daily Stoic. Puis Daily Stoic, bon, il ressort des anciens ouvrages sur le stoïcisme. Puis moi, je trouve ça super intéressant. Puis à chaque jour, tu ouvres une page qui est de la philosophie stoïque, puis tout ça. Puis le point là-dedans, c'est que c'est de la philosophie, c'est potentiellement pas, OK, aujourd'hui, tu devrais arrêter de, je sais pas moi, garder ton calme. Tu sais, il n'y a pas de recommandation là-dedans. Mais quand tu y penses, après 6 mois de lire une page par jour comme ça, ben ça change tes actions, ça change ta façon de penser, ça change la personne que tu es. Et là, moi, de faire le lien avec la question que je t'ai posée, une des raisons pour laquelle je pense qu'on devrait arrêter de toujours vouloir appliquer, c'est parce qu'en bout de ligne, aussi de quantifier les résultats, de mesurer les résultats, c'est que si on est dans une approche transformatrice, si le coaching, c'est transformateur, à un moment donné, tu peux pas vraiment tout quantifier l'impact que ça va avoir. C'est comme la conversation qu'on a ensemble, les podcasts que les gens écoutent, les accompagnements de coaching. À un moment donné, on peut-tu vraiment capturer chacun des changements? Non, parce que ça fait partie d'une œuvre qui est beaucoup plus grande que les seules interactions ou les interactions qu'on a ensemble. Mais c'est ça, c'est parce que on est socialisé, que ce soit les gens en société ou les gens comme chercheurs, que la causalité, c'est linéaire. Action, réaction. Je dirais que peut-être presque l'intégrité du modèle scientifique est basée sur cette causalité linéaire-là, où est-ce qu'on va développer des interventions pour dire, ben, hey, on a des gens qui sont sédentaires, on veut qu'ils soient plus actifs. Alors, on va développer des interventions au niveau de la personne pour essayer de les faire bouger plus, puis les faire maintenir dans le temps leur activité physique. Mais là, ce qu'on fait, c'est qu'on attribue la causalité à l'intervention. On va amener une manipulation, puis ça va changer la façon que les gens vont vivre. Mais on met toute la responsabilité sur l'individu. Puis encore, comme tu l'as dit, là, I am not myself alone. Tu sais, there's no island. Alors, ce qu'on fait, c'est qu'on vient complètement, quand on fait ces types d'interventions-là en psychologie, on vient complètement oublier tout l'aspect social, l'aspect intraactif du milieu dans lequel l'individu va œuvrer. Puis là, c'est pour ça que lorsqu'on vient extrapoler
ça à la façon qu'on vit, c'est là qu'on voit que ça devient important de voir la causalité comme étant quelque chose qui est rhizomatique. Alors, le rhizome, c'est un concept qui a été emprunté de la botanie. Alors, il y a certaines plantes qui sont, comme les arbres, ils sont arborescents. Puis l'arborescence, c'est vraiment une pensée linéaire, où est-ce que tu as le tronc, après ça, tu as les branches qui vont dans toutes les directions, mais c'est vraiment c'est quelque chose qu'on peut calculer, qu'on peut prédire. Les branches vont dans cette direction-là. Mais le rhizome, c'est quelque chose qui pousse dans la terre. Puis il y a pas vraiment de milieu. Il y a des offshoots qui vont un peu dans n'importe quelle direction, puis c'est complètement aléatoire. Fait que là, ce qu'on fait, c'est que il y a certains philosophes qui ont repris le rhizome botanique, puis ils ont inventé le rhizome philosophique. Où est-ce que de penser, faut arrêter de penser de façon linéaire. Tu sais, quand on a des Venn diagrammes, puis la totalité de la façon qu'on essaie d'être créatif de penser, c'est vraiment dans une boîte. Mais si on pense de façon rhizomatique, là, c'est là qu'on peut voir, on peut aller à l'extérieur de la boîte, puis penser vraiment loin à l'extérieur de la boîte. Parce que la causalité peut aller dans n'importe quelle direction, puis on peut inventer des nouveaux concepts. Mais là, lorsqu'on pense à penser à ce niveau-là, c'est là que je dis, puis là, si on veut l'appliquer aux entraîneurs, les gens, c'est qu'on il y en a qui le savent pas, mais la totalité de notre socialisation, c'est dans une boîte. On s'est fait socialiser dans une boîte, mais je suis en train de dire aux gens, il y a quelque chose qui existe à l'extérieur de la boîte. Il faut juste le découvrir. Puis ça, quand tu dis...